Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Et en DAB+, je n'oublie pas, vous pouvez nous écouter de Lyon jusqu'à la frontière des Alpes et également de Genève à Grenoble. Ça fait des milliers d'auditeurs en direct et des milliards en écoutant nos balados diffusion sur notre site internet. Nous sommes dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise et avec Laurent, nous avons fait vœu de vous présenter les pratiques de gestion du management et de gestion des ressources humaines des entreprises de notre territoire. Ensemble, nous explorons comment aligner nos pensées, nos actions et nos promesses pour une conduite plus humaine de l'entreprise. Bonjour Laurent. Bonjour Marie-Alix. Comment vas-tu ? Je vais super bien. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Moi je sais. Vas-y, dis-le à tous. Et à tous. Je suis passé pas loin de là où vit notre invité, vous le saurez plus tard, donc à Trévignan, au-dessus d'Aix-les-Bains. Ne donne pas d'adresse, Laurent. Je connais pas encore, je vous le dirai plus tard. Non, j'ai vraiment eu la drôle d'idée d'aller au salon du chocolat où j'aurais pu la croiser aussi, mais voilà, elle s'est retenue. Et puis ensuite, je suis monté au Revard, en plein soleil, au-dessus des nuages. Et j'espère que après le soleil est venu vite fait sur le lac du Bourget, mais c'était magnifique. Et ça fait un bien fou, on a une région de fou. Nous habitons à une région magnifique. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Sandrine Privat de Fortuny, qui est directrice des ressources humaines de Salomon. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie-Alix, bonjour Laurent. Comment vas-tu ce matin ? Ça va très bien. Très bien. Bon, j'ai passé un très bon week-end aussi. Parce que j'ai su éviter le salon du chocolat. Et puis, je confirme, on a de très belles montagnes et un très beau lac. Au grand désespoir de Jean-Pierre et Sandra. Donc, j'espère que l'année prochaine, tu iras bien au salon du chocolat et tu pourras goûter l'ensemble des chocolats. Avec Laurent, nous avons à chaque émission l'habitude de d'abord faire découvrir la personne que nous avons dans l'émission. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui te connaissent. Et l'idée, c'est aussi d'aller comprendre et d'aller chercher pourquoi tu es tombé dans la marmite des ressources humaines. Donc voilà, je te laisse la parole. Raconte-nous qui, quoi, comment, d'où viens-tu ? Pourquoi et comment surtout. Écoute, merci déjà de me recevoir parce que c'est, même si c'est un peu impressionnant, c'est toujours intéressant de parler de soi parce que ça permet de revisiter un peu son parcours et de se dire purée, c'est ça mon fil conducteur, c'est ça qui m'a drivé jusqu'à aujourd'hui. Et c'était intéressant de le faire avec vous la semaine dernière. En fait, moi, comment je suis tombée dans la marmite des ressources humaines, c'est un peu par hasard. Parce qu'à la base, et ça va être surprenant, j'ai une maîtrise de chimie. Donc, j'étais pas du tout partie pour travailler dans les ressources humaines. J'avais plutôt de grandes ambitions. Je voulais pas sauver la planète, mais sauver les eaux, tu vois, par mes études. Pouvoir faire en sorte que la planète soit moins polluée dans ses eaux. Et puis finalement, j'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. J'ai tout le long de mes études fait pas mal de petits boulots qui m'ont amené dans mon premier emploi à travailler pour SFR. À l'époque, SFR, c'était le plein boom de la radiotéléphonie, Exit Télécom 2000, bonjour la radio fréquente. Et c'était très intéressant. Alors, je faisais un travail très simple. Je répondais aux 900 et je répondais aux demandes des nouveaux abonnés SFR qui étaient plus ou moins contents, mais contents aussi parfois. Et voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans après mes études, après avoir passé quand même un certain nombre de temps aussi, petites heures par-ci par-là pendant mes études. Et puis à un moment donné, je me suis quand même posé la question, est-ce que je fais ça toute ma vie ou est-ce que je vais faire autre chose de ma carrière ? Et à l'époque, à nouveau, une nouvelle vague m'a porté, c'était la vague du travail temporaire. Dans les années 99-2000, le travail temporaire était en plein essor. Et j'avais dans mes amis quelqu'un qui travaillait à l'époque chez Manpower et qui, quand elle me racontait son boulot, je disais, mais putain, c'est chouette, elle visite plein d'entreprises, elle rencontre plein de gens. Ça doit être hyper intéressant, bien plus intéressant que d'être assise devant mon ordinateur et mes écouteurs à répondre au téléphone. Même si j'avais quand même cette passion de me dire, finalement, les gens appellent
ils sont mécontents. Quand ils raccrochent, j'ai répondu à leurs questions, j'ai peut-être résolu leurs problèmes ou pas, mais il y avait quand même une satisfaction. J'ai dit tiens, je peux peut-être quand même le faire différemment. Et voilà, je me suis lancée à postuler dans les différentes agences intérim du moment, donc qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, les Adecco, les Randstad, les Manpower, parce qu'il faut en citer au moins 3. J'ai eu la chance d'être reçue par quasiment toutes les agences dans lesquelles j'avais postulé. C'est mon premier, j'ai envie de dire, le premier moment où j'ai touché aux ressources humaines, c'était le recrutement. Et avec des expériences mais complètement différentes dans 3 agences. Une agence, je la citerai pas, qui tout de suite m'a fait dire je veux pas travailler là. Parce que j'ai pas compris le processus de recrutement, de nous mettre 20 dans une même pièce, nous bombarder de questions, puis après nous prendre un par un pendant un recrutement de 10 minutes, pas le temps d'élaborer, pas le temps de créer le lien. J'ai dit je veux pas travailler dans cette entreprise-là. Et les 2 autres m'ont donné ma chance et j'ai finalement choisi de travailler chez Adecco. Et là, je les cite parce que j'ai quand même passé presque 10 ans. Et la raison qui m'a fait choisir Adecco, c'est les rencontres en fait que j'y ai fait. C'est la chef d'agence avec qui j'ai été amenée à travailler pendant 2 ans. C'est le directeur de secteur qui avait été très humain dans l'approche du recrutement que j'ai eu avec lui. Et celui dont je me souviens le plus, c'est le directeur régional de l'époque, avec qui j'ai quand même passé 2h30 d'entretien. Donc je me dis, purée, pour qu'il passe 2h30 d'entretien avec moi, c'est qu'il s'intéresse aux gens. Et c'est vrai que pendant cet entretien, qui pour moi n'avait même pas été un entretien, c'était plus un échange, je me suis dit, tiens, c'est une entreprise dans laquelle j'ai envie de travailler parce qu'il y a de la connexion, il y a de l'humain en fait. Et du coup, comment j'ai intégré Adecco. À l'époque, j'habitais Lyon, même si je suis originaire de la Haute-Savoie, avec un cœur en Savoie. J'étais à Lyon, donc j'ai travaillé 2 ans dans une agence à Lyon, à Bron. Mes collègues se reconnaîtront. Où en fait, donc mon rôle c'était d'être technico-commercial. Donc je devais aller voir les entreprises du secteur de l'agence, leur parler de nos services, découvrir leur métier. Ça a été pour moi une école extraordinaire parce que je pouvais visiter aussi bien des bureaux que la fonderie, que l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Donc c'était absolument riche. Accompagné d'un parcours d'intégration et de formation d'Adecco qui était assez exceptionnel pour nous apprendre le métier, nous former aux règles légales du travail temporaire, etc. Et puis petit à petit, j'ai quand même passé 10 ans chez Adecco. Ma vie personnelle m'a ramenée vers Chambéry. Puisque j'ai rencontré sur Lyon la personne qui est aujourd'hui mon mari et qui du coup travaillait lui sur le secteur, et on s'était dit soit toi tu as une opportunité sur Lyon et on reste à Lyon, soit moi j'ai une opportunité et je viens habiter Chambéry, et c'est moi qui ai eu l'opportunité de rejoindre une autre agence de Chambéry, cette fois-ci plutôt industrie, mais même dynamique. Là, j'ai fait un petit peu des choses différentes. Je continue à être commerciale pour l'agence d'Adecco Chambéry, mais j'ai fait aussi du recrutement. J'ai monté aussi certains projets de formation avec des clients, en partenariat avec des AFPA et puis un petit peu le Pôle Emploi à l'époque. Je crois que ça s'appelait même pas encore le Pôle Emploi. Maintenant, c'est France Travail, Pôle Emploi, mais je crois qu'avant, c'était... ACDIC, UNEDIC. Ouais, ou quelque chose. Tu as sûrement raison. J'ai vécu la fusion. Et donc très très riche, expérience très riche. Là-dessus, ma première fille arrive. Et pendant mon congé de maternité, j'ai mon directeur de secteur de l'époque qui me dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire en revenant? Je dis, qu'est-ce que tu as à me proposer? C'est vrai que moi, je voudrais faire peut-être un peu autre chose. Il me dit, on a une agence qui a besoin d'une directrice sur Crolles. C'est vrai qu'à l'époque, j'habitais plutôt vers Montmélian, donc c'était bien en termes de distance. Je lui dis, pourquoi pas? Donc, je passe un entretien, mais me voilà au retour de congé maternité, et pour les 5 dernières années chez Adecco, directrice de l'agence de Crolles, avec de sacrés clients comme ST Micro, Soitec, Caterpillar Logistique, donc une belle agence. On était 4 personnes dans l'agence. Et là, alors j'ai pu vraiment... rapprocher un peu tous les métiers d'un centre de profit, puisque j'étais responsable de mon centre de profit. Alors bien sûr, je continue à faire le commercial, on faisait du recrutement, la gestion, mais aussi le management de l'équipe, fixer les objectifs, faire un business plan, regarder son PNL à la fin de chaque mois et à la fin de chaque année, etc. Donc c'était très très riche.
Et un petit peu le même mécanique, retour de mon deuxième congé maternité. Je pense que c'est à chaque fois, voilà, ça amène des réflexions personnelles et professionnelles. Je me dis, ok, ça fait maintenant presque 10 ans, ça faisait 9 ans et demi à l'époque que je suis chez Adecco. Est-ce que je continue chez Adecco, mais dans quoi ? Est-ce que je continue sur ce job-là ou est-ce qu'il y a d'autres opportunités ou est-ce que c'est l'opportunité pour moi de faire autre chose ? Et je suis partie dans un bilan de compétences. J'ai eu la chance de tomber sur un super consultant et qui m'a beaucoup aidée dans ma réflexion. Mais en fait, tu sais faire plein de choses, mais tu sais, j'avais qu'un diplôme de chimie. Je m'étais dit, si je dois quitter Adecco, je me vends comment en France ? C'est encore un peu encore aujourd'hui, un peu si t'as pas le diplôme qui va avec ta formation, souvent ton CV est très questionné pour pas rejeter. Et du coup, c'est lui qui me dit, si vraiment t'as un métier qui ressort dans tous les métiers que tu fais aujourd'hui, finalement je faisais pas mal de métiers, il faudra certainement que tu repartes à l'école. Et finalement, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce qui m'animait le plus dans mes relations au quotidien, que ce soit en management, que ce soit en commercial ou que ce soit en recrutement, c'était l'humain. Donc l'humain et du coup les ressources humaines se sont imposées un peu à moi en disant mais finalement c'est ça qui t'anime le plus au quotidien. Donc est-ce que tu peux essayer et espérer pouvoir prendre un poste à l'époque je pensais même pas être DRH, je voulais être HR manager, HR BP comme on dit aujourd'hui, partenaire du business, que j'ai quand même une fort ancrage dans le business. Et j'ai eu de la chance, alors c'est des opportunités qui se sont aussi posées, c'est qu'au même moment où je me posais cette question-là, où je commençais à regarder quelle formation je pouvais faire, le groupe Adecco fusionnait avec le groupe Adia, et il y a eu un grand plan de restructuration chez Adecco Adia, avec un plan de départ volontaire, dans lequel je me suis inscrite. Après mûre réflexion et discussion avec mon mari, et j'ai pu, grâce à ça, quitter mon emploi de manière sécurisée, repartir à l'école. Donc je suis partie faire un master 2 en ressources humaines à Grenoble. Et c'est en fait pendant cette formation que une de mes maîtres de stage, enfin une de mes professeurs, me dit mais écoute Sandrine, ce serait quand même bien que tu mettes un peu en application ce que tu apprends aujourd'hui dans ton parcours à l'IAE. Et elle me dit, essaye de trouver un stage, puis après tu verras pour trouver un emploi. Et de fil en aiguille, je réponds à des annonces de stage et il y a une entreprise qui m'appelle et qui me rencontre, qui s'appelle Salomon, à Annecy, et qui finalement me propose un stage de 4 mois. Donc janvier 2010, me voilà rentrée chez Salomon, stagiaire de 35 ans, à avoir comme mission préparer les élections professionnelles et faire le bilan social. Donc au demeurant, on se dit c'est pas des missions très intéressantes, mais en fait si, c'est hyper intéressant parce que c'est très transversal, on parle avec plein de gens. Enfin moi j'ai découvert les relations sociales à ce moment-là. Quand on organise les élections professionnelles, on doit discuter avec nos élus. Et de 4 mois de stage se sont transformés en 10 mois de stage où je me suis retrouvée à accompagner à l'époque l'entreprise Mavic, qui venait comment je peux dire ça ? Il venait d'être sorti du giron de Salomon et créer vraiment l'entité cycling de Mavic. Et comme il n'y avait pas encore de DRH ou d'HR manager, on m'a demandé d'accompagner le directeur à l'époque, enfin le président à l'époque. Et la petite anecdote, c'est quand même que j'ai pu faire ça pendant 2 mois, accompagnée par la DRH de Salomon, qui 2 mois après est partie. Et je me suis retrouvée pendant 6 mois stagiaire à accompagner le président de Mavic. Donc là, je peux vous dire que c'est la courbe d'apprentissage, elle est énorme. Et c'était hyper intéressant. Pas tous les jours faciles, mais assez intéressant. Et passé ces 6 mois, le poste a été ouvert. Malheureusement, et pour des raisons qui m'ont été expliquées, je n'ai pas été retenue sur ce poste-là. Ils ont préféré recruter quelqu'un en externe. Mais à l'époque, le président de Salomon me dit si tu veux bien rester avec nous, on a pas mal de recrutement, tu sais faire du recrutement, reste avec nous, si tu veux, on te propose un poste. Et c'est là où je l'ai regardé, je lui ai dit écoute, il n'y a pas de problème, Jean-Marc, qui à l'époque c'était Jean-Marc Pambet, je le cite. Pas de souci, par contre, moi c'est pas ce que j'ai envie de faire, le recrutement. Je voudrais vraiment un poste de HR manager ou HR BP. Maintenant, bien sûr, j'ai pas de boulot, mais j'accepte de rester, mais tu me fais un CDD. Comme ça, j'ai l'impression quand même d'avoir
le temps encore pour moi dans ma tête de me dire je vais quand même chercher à l'extérieur un poste de HR manager, mais je travaille et je ramène de l'argent à la maison, hein. C'est un peu le nerf de la guerre, surtout quand on a deux petites en bas âge et un mari qui travaille quand même. Et elle me dit pas de problème. Et puis on avait un genre d'accord mutuel de dire si bien sûr que si tu trouves un CDI, nous on peut pas t'en offrir un aujourd'hui, si tu trouves un CDI, tu quittes et voilà. Et du coup, je prends ce poste de responsable recrutement, je leur amène un peu l'expertise que j'ai pu acquérir chez Adecco, j'essaye de structurer un peu les process et puis l'organisation. Et puis, de fil en aiguille, il y a plein de petits événements qui se passent. De fil en aiguille, il y a une des personnes qui tenait le poste de HR manager qui s'en va. À nouveau, Jean-Marc Pambé et la personne qui était DRH à l'époque viennent me voir en disant écoute, si tu veux, en attendant qu'on recrute le nouveau DRH, en attendant qu'on voit comment l'organisation se met en place, si tu veux, on te propose de te garder en CDD pendant les 6 prochains mois sur le poste de HR manager. Donc, j'étais à l'époque responsable de la partie sport d'hiver de Salomon, en plus de mon poste de recrutement. Et c'est là que j'ai enfin pu découvrir le poste que j'espérais tant, le poste de HR BP, où je me suis découvert parce que j'ai pu intégrer à l'époque l'équipe de leadership de Salomon Wintersport, où j'ai quand même dû faire ma place, que je suis arrivée, il y avait que des hommes dans cette équipe. J'étais la première fille à m'asseoir à la table de cette équipe, mais bien accueillie. On a pu faire plein de choses ensemble, et à l'époque aussi l'organisation du groupe Hammersport auquel appartient Salomon était structurée en catégories, et je travaillais beaucoup avec le DRH de la catégorie sport d'hiver qui supervisait plusieurs marques dans le groupe qui étaient dans le sport d'hiver, dont Salomon. Et ça s'est extrêmement bien passé avec cette personne, même si elle n'était pas basée sur Annecy, elle était en Autriche, et on se voyait pas aussi régulièrement qu'on aurait pu si elle était sur Annecy. Et arrive un été où finalement le poste de HR manager se crée, et où on me dit que si tu le veux, il est pour toi et tu peux passer en CDI. Donc ça, c'était 2 ans après 1 an et demi, 2 ans après être rentrée chez Salomon. Donc je me voilà HR manager, accompagner les équipes, à rencontrer les équipes, parce que ce qui vraiment moi m'anime, c'est d'aller voir les gens, de les rencontrer, d'échanger avec eux, d'être proche des organisations, même si on peut pas voir tout le monde et connaître tout le monde, mais moi je me suis évertuée quand même d'être souvent proche d'eux. Et donc je fais mon petit bonhomme de chemin sur ce poste-là. De fil en aiguille, j'arrête de faire du recrutement parce qu'on me confie un autre secteur de Salomon. Donc je deviens 100% de mon temps HR manager. Et puis arrive un moment où mon directeur RH de la catégorie sport d'hiver me dit je vais quitter l'entreprise et je vais être remplacée. Donc là, ça m'a fait un petit coup parce que je m'entendais vraiment très bien avec lui. Donc la nouvelle personne arrive, on apprend à se connaître, pareil, quelqu'un basé en Autriche. Bon, ça, j'étais habituée à la fois de la distance et à voyager. Et cette personne, finalement, au bout de 9 mois, me dit je ne reste pas, je m'en vais. Donc rebelote. Et là, je me dis mince, moi, chaque fois, on recrée les choses. Loin de moi l'idée de me dire tiens, ce poste, il peut être pour moi. Mais finalement, j'ai un de mes collègues qui, je me suis rappelée toute ma vie, entre Noël et le jour de l'an, m'appelle, quelqu'un que je connais bien, qui se reconnaîtra s'il écoute. Il m'appelle, il me dit écoute Sandrine, mince, ce poste, tu pourrais peut-être y postuler. Et puis tu sais que le président de la catégorie Wintersport, il serait prêt à t'entendre, il serait prêt à t'accompagner. Tu veux pas y réfléchir, etc., etc. Et puis je dis bon, là, il plante la petite graine. Et je lui dis, mais tu sais, moi, le poste, il est basé en Autriche. Je veux pas aller en Autriche. Je parle pas allemand. Je suis pas sûre que ma famille veuille suivre. Non, mais réfléchis-y quand même. Si ça se trouve, ils peuvent accepter de te prendre sur ce poste-là. Donc, bien sûr que vous imaginez bien que si lui pense que j'en suis capable, pourquoi est-ce que moi, je penserais que j'en suis pas capable. Le fameux syndrome de l'imposteur. Le fameux syndrome de l'imposteur, c'est bien ça, qui nous suit beaucoup, nous les femmes. Et finalement, et pas que. Et pas que. Et finalement, je reviens de congé et je me dis, allez, j'appelle Michael. Il s'appelait Michael Chinais, il s'appelle toujours Michael Chinais. Et je lui dis, écoute, Michael, si t'es prêt à m'entendre. Il me dit, enfin
Enfin, parce qu'on se demandait si tu serais intéressé, etc. Je dis, ouais, mais tu sais, moi, je peux pas habiter. Mais non, mais t'es pas obligé d'habiter en Autriche, tu peux rester basé à Annecy. Si tu es d'accord pour voyager régulièrement, parce qu'on a quand même 3-4 sites en Europe et en Europe de l'Est qu'il faudra que tu viennes visiter souvent. Si t'es d'accord, moi, je préfère te former, te développer sur ce job-là. Tu connais les gens, tu connais l'organisation, tu connais nos process, on n'aura pas ce onboarding-là à faire avec toi et on t'accompagnera sur le métier, en fait, sur le fait de devenir des RH d'une catégorie, donc plus stratégique, plus dans les structures organisationnelles, un peu réfléchir les compétences de demain, etc. Et là-dessus, il me dit, bah attends, la seule chose, c'est qu'il faudrait que tu rencontres notre grand chef RH, CHRO, du groupe Hammersport, pour quand même qu'il valide ta candidature. Il te connaît pas beaucoup puisqu'il vient d'arriver. Donc me voilà en entretien avec le DRH et qui là sur le coup me dit, bah écoute, on m'a dit que du bien de toi et en plus de la catégorie Wintersport, le groupe va créer une plateforme supply chain et comme tu connais celui qui va prendre la plateforme supply chain puisqu'il vient du Wintersport, est-ce que tu veux pas être aussi DRH de cette plateforme-là? Et là tu fais, bon alors je suis HR business partner pour 350 personnes, je passe DRH de 2500 personnes, bah écoute, pourquoi pas, allons-y. On compose un certain nombre de bases, notamment quel accompagnement je vais avoir, quel coaching je vais avoir aussi sur le métier. Et me voilà du coup devenue, et pour les 7 ans qui ont suivi, DRH de 2 plateformes, catégories ou plateformes transversales dans le groupe, avec effectivement une catégorie plus européenne et des sites européens, et l'autre qui était plutôt globale, parce qu'on avait des entrepôts un peu partout dans le monde, et une grosse équipe sourcing en Asie. Donc là, je découvre effectivement le global, l'international. Là, je me fais un plaisir de fou, parce qu'au-delà des voyages, c'est des rencontres, des différences culturelles. Voilà, c'était hyper riche. Hyper intellectuellement motivant aussi, parce que chaque pays a sa réglementation. Et puis quand on a à gérer des grands projets de transformation, il faut pouvoir comprendre comment ça se passe dans chaque pays, organiser tout ça avec souvent le tempo donné par la France ou l'Allemagne, qui ont des process un peu plus spécifiques, un peu plus longs, mais vraiment hyper intéressant. Et puis là-dessus, le Covid arrive. Voilà, quand on gère pareil le Covid en disant oulala, on le voit arriver de la Chine. Moi, je disais dès le mois de décembre, je disais à tout le monde préparez-vous. Mais non, tu verras. Bim, puis on voit la vague arriver. La Chine, voilà, la Russie, l'Europe, et boum, les États-Unis. La balme de synergie. La balme de synergie, les contamine. Voilà. On dit ça et on se regarde parce qu'on avait certains salariés qui habitaient là-bas et qu'on a dû confiner chez eux. Ouais, c'est ça. Ça s'est plutôt pas bien passé. C'est une sacrée période, voilà, surtout les équipes ressources humaines et les managers aussi. Et est sorti de cette période-là un peu compliquée. Et en plus de ça, nous, l'année Covid a été aussi l'année où le groupe Hammersport a été racheté par un gros consortium à majorité de capitaux chinois qui est toujours mené par un gros groupe qui s'appelle Anta Sport en Chine. Donc énormément de changements avec une nouvelle organisation qui se pose aussi, de dire on a beaucoup de choses transversales, on va redonner du pouvoir aux marques, ce qui était très bien. Par contre, qui fait que toutes les plateformes dont j'étais responsable RH, je savais que de toute façon, elle était vouée à disparaître, à cause de cette verticalisation de l'organisation, mais aussi du fait qu'un de son président allait partir en retraite. Et l'autre, parce que, alors même si aujourd'hui elle a été reconstruite d'une certaine manière, elle a aussi beaucoup perdu de sa responsabilité, qui a été repassée aux marques. Donc dans ce moment-là, pareil, puis ça faisait 11 ans, 12 ans que j'étais chez Salomon, rebelote, je me repose la question, mais je fais quoi demain? Donc j'ai une super discussion avec mes deux boss à l'époque, et je leur dis qu'est-ce que je pourrais faire, quelle pourrait être ma prochaine étape dans le groupe, voilà moi comment je vois les choses. Et j'avais une idée très très claire en tête. Je m'étais dit c'est vrai que je suis passée très rapidement d'HR BP à directrice RH. J'avais l'impression à l'époque d'avoir loupé un peu des étapes. Et je m'étais dit, est-ce qu'il ne faut pas que je fasse un petit pas de côté pour quand même faire vraiment une expérience 360. Typiquement, je n'avais jamais géré directement des relations sociales, un site.
même si dans ma responsabilité, il y avait des sites de production et des sièges sociaux comme Sudatomique, par exemple. C'était pas moi qui en étais responsable directement. Je pilotais avec les équipes RH de là-bas, mais donc voilà, et j'avais ça en tête. Et au moment où je me pose cette question, poum, j'ai une amie qui donne mes coordonnées à quelqu'un dans le groupe Adecco. Donc Adecco revient dans ma vie et qui me contacte, il me dit écoutez, on recrute un poste de DRH chez Adecco, on m'a laissé vos coordonnées. Et de fil en aiguille, je passe les étapes de recrutement. Ça a été un peu plus vite que ma réflexion de dire qu'est-ce que je fais dans le groupe Hammersport. Et finalement, à un moment donné, tu te retrouves avec une offre sur la table et tu dis je fais quoi maintenant? Je m'en vais pas. J'ai pas eu le temps de finir ma discussion en interne. Donc je regarde en interne et je vais les voir et je leur dis voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai une offre. Oulala, mais attends, on n'a pas encore bien réfléchi. Est-ce que tu peux patienter un peu? Et puis là-dessus, le président de Salomon à l'époque et sa DRH qui viennent me voir, on a appris que tu voulais partir, mais nous on a peut-être quelque chose à te proposer. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment pour voir si ça peut matcher avec l'offre qu'on pourrait te faire? Et à l'époque, comme je viens de l'expliquer, Salomon prenait une autre dimension parce que jusqu'à présent, c'était des plateformes transversales du groupe Hammersport qui pilotaient certains métiers comme les ventes, comme l'IT, comme même le Wintersport, c'était pas géré directement par le président de Salomon. Et ça revenait sous leur giron, donc plutôt passer en fait d'une équipe plutôt centrée Annecy et siège social on devient global, on double voire presque triple nos effectifs parce qu'on récupère toutes les forces de vente, on récupère un certain nombre de choses en supply chain, en sourcing, etc. Et avec l'ambition du coup aussi d'accompagner la fonction RH dans cette globalisation. Et en gros, on m'a donné ce projet-là que j'ai finalement accepté après 2-3 nuits compliquées de dire ok, j'accepte de venir chez Salomon. Et du coup, c'est le poste que j'occupe aujourd'hui depuis 3 ans et demi, où j'ai à la fois la responsabilité du site d'Annecy en tant que DRH sur ses aspects sociaux, réglementaux et puis aussi services généraux. Donc j'ai aussi l'équipe services généraux dans ma responsabilité. Et en parallèle de ça, je m'occupe de tout ce qui est global talent management dans la dimension de A à Z, recrutement, développement, formation, expérience employée de manière générale, rémunération, avantages sociaux, etc. Voilà comment je suis devenue DRH chez Salomon. C'est une longue histoire, mais il y a le fil conducteur, vous l'avez compris, c'est l'humain en fait. Et c'est vraiment toutes ces rencontres que j'ai pu faire au fur et à mesure de... Waouh! Je sais pas ce que t'en penses, Laurent, mais waouh! Moi, de toute façon, waouh. Voilà. Comme je t'avais dit, pour moi, Sandrine, c'est un peu un avion et tu m'as dit, t'avais un doute? Non, mais malgré tout, je ne m'attendais pas. Je dirais bien quelque chose, Sandrine, c'est tu évoques l'envie, tu évoques la connexion, tu évoques le lien, tu parles de cœur. Finalement, tout à l'heure, tu évoquais aussi le fait qu'en France, on questionnait ton CV et qu'il ne soit pas rejeté. Donc, il faut avoir une lecture qui n'est pas exactement juste est-ce que tu as le diplôme, est-ce que tu as déjà fait les choses qu'on va te confier. Et finalement, il m'est venu une question que j'ai envie de te poser qui est un petit peu transverse, c'est en mettant l'humain au cœur, justement, je l'ai écrit, tu vois, pendant que tu parlais. Est-ce que t'as pas l'impression que t'es passé d'une maîtrise de chimie à une maîtrise d'alchimie? C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est sûr que l'humain, c'est ça, c'est une connexion entre les gens. Donc on pourrait parler d'alchimie, c'est sûr. C'est comment est-ce que tu arrives à capter ce qui est en face de toi et comment, et sans toi non plus trop te travestir, comment est-ce que toi tu lui montres aussi qui tu es et que vous trouvez les points communs. Alors ça marche pas à chaque fois, il y a des gens, puis c'est ok, il y a des gens avec qui ça passe pas, on n'a pas les mêmes vibrations, on n'a pas les mêmes ondes, mais ouais, j'aime bien le mot d'alchimie, c'est sympa, ouais, c'est ça. Merci Sandrine, bravo. Je prends en main ma carrière, je sais saisir des opportunités, j'ai parfois des doutes et des réflexions, donc bravo pour ça. Surtout, restez à notre écoute. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause musicale avant de continuer à écouter cet échange passionnant. Merci. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale Au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Plongez au cœur de l'entreprise, en route vers un management humain et responsable avec Marie-Alix et Laurent sur Radio Grand Lac. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Grand Lac, 92.1 FM et en DAB+.
Nous sommes en direct dans l'émission Plongée au cœur de l'entreprise avec Laurent et également Sandrine Privat de Fortuny qui est directrice des ressources humaines de Salomon. Sandrine, tu nous as parlé de ton parcours passionnant. Tu nous as redonné la pêche. Tu nous as expliqué comment on pouvait partir de formation de chimie et finalement, comme dirait Laurent, faire de l'alchimie et devenir directrice des ressources humaines. Tu nous as montré que c'était possible. Tu nous as montré que c'était aussi possible de surpasser ce syndrome de l'imposteur. Ce que je te propose maintenant, ce que je propose à tout le monde, c'est de parler de Salomon parce que chacun connaît Salomon sous son prisme. Il y en a qui le connaissent par le ski parce que c'est des fondus de ski. Il y en a qui le connaissent par la montagne parce que c'est des fondus de randonnée. D'autres par le trail, d'autres par le running. Mais c'est quoi Salomon ? Salomon, c'est une belle histoire aussi quand même. Ah oui. C'est une belle histoire, hein. Qui va bientôt fêter presque ses 80 ans, parce que c'est né dans les Alpes en 1947, d'un visionnaire qui s'appelait Georges Salomon. Et qui à l'époque en fait fabriquait avec sa petite usine, il fabriquait des quarts de ski. Donc c'est ça l'histoire de Salomon. C'est les skis, c'est la métallurgie, c'est le métal. Et de fil en aiguille, dans les années 50, 1957, donc 10 ans après, la première fixation a été créée par Salomon. Enfin, en tout cas, a été fabriquée par Salomon. Les premières chaussures de ski, pour ceux qui s'en souviennent, la XX 90, dans les années 80, enfin juste avant les années 80, 1979. Et puis ensuite, bien sûr, le ski de piste, mais aussi le ski de fond. Et le premier système nordique, le SNS, qui a quand même été une norme dans le ski nordique pendant un certain nombre d'années, le Salomon Nordic System, donc pour ceux qui connaissent, le premier système chaussure-fixation de ski de fond, qui a suivi juste l'année d'après, dans les années 80. Et puis voilà, de fil en aiguille, on fait des chaussures, on fait des skis, on fait des fixations. Pourquoi on ferait pas des skis ? Et du coup, le première paire de skis Salomon lancée en 1989, les S9000. Vous vous souvenez des grands skis, il fallait que les skis ils fassent beaucoup plus grands, 50 cm de plus que nous, ils étaient larges comme un point de main, ils étaient tout fins, hyper techniques. Voilà, c'est les premiers skis Salomon. Les premiers prototypes de chaussures de randonnée aussi, parce que oui, Salomon, la racine de Salomon, au-delà d'être la métallurgie, c'est le ski alpin, c'est le ski de manière générale, ski alpin, ski nordique. Petit à petit, dans la tête d'une personne à l'époque, se dit mais finalement la chaussure de ski, si on lui enlève tout le système SNS dessous, peut-être qu'on peut marcher avec. Et voilà comment est née la première chaussure, le premier prototype de chaussures de randonnée dans les années 90-91. Et voilà, et de fil en aiguille, Salomon s'est lancé aussi dans les autres types de chaussures, s'est lancé dans le snowboard, s'est lancé dans les vêtements, plutôt dans les années 2000. Avec, pour ceux qui le savent aussi, est sorti de la tête d'un petit groupe d'innovation et de création, passé par le surf d'eau, passé par le roller inline. Voilà, il y a un moment donné, ils ont dit non, attendez, on vient de la montagne, on va quand même rester dans notre métier de la montagne. C'est ça qu'on connaît et c'est ça pourquoi on est connu. Voilà, donc et aujourd'hui, Salomon, c'est un peu plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est plus la chaussure. Donc tu parlais tout à l'heure de la randonnée, du trail running. Depuis cette innovation, on va dire pas d'innovation ou cette idée un peu farfelue de dire tiens, pourquoi on marcherait pas avec des chaussures de ski en randonnée. Petit à petit, la catégorie qu'on appelle footwear des chaussures a grandi à un point qu'aujourd'hui, c'est la catégorie qui porte Salomon. Donc l'ADN de Salomon reste le ski nordique, le snowboard, mais aujourd'hui c'est la chaussure de trail, de randonnée, mais de plus en plus la sneakers, la chaussure qu'on appelle chez nous le sport style ou lifestyle, qui fait la renommée de Salomon dans le monde. Parce que d'une petite entreprise annécienne, maintenant c'est une entreprise qui est distribuée dans des dizaines de pays dans le monde, qui a ses propres magasins, qui est en train de vivre une histoire assez incroyable, et surtout ces 3-4 dernières années avec des croissances à 2 chiffres, dans des pays un peu partout, je veux dire la Chine en particulier, l'Asie, ça marche très très fort. Donc c'est une belle entreprise qui garde quand même ses racines à Annecy, puisque le siège social est à Annecy.
Alors c'est pas les bureaux originaux, mais ça reste quand même un site qui existe depuis des dizaines d'années aussi, qui a été auparavant un entrepôt et qui maintenant est un site de bureaux et d'innovation, parce que c'est vraiment, j'aime à dire que c'est le cœur du réacteur de Salomon. C'est là que tout se passe, c'est là qu'il y a les designers, les responsables de développement, tous ceux qui pensent les produits de demain. Et qui les pensent maintenant de plus en plus de manière responsable, avec des matériaux recyclés, recyclables. Voilà, donc c'est ça Salomon. Et puis j'ai oublié de dire, c'est maintenant 2150, presque 2200 personnes dans le monde, dont presque 800 sur Annecy. Moi j'ai un petit clin d'œil de l'histoire à te faire, Sandrine, sur Salomon. C'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Marc Pambay, que tu as cité tout à l'heure, qui est un ami, quelqu'un que je trouve remarquable d'ailleurs, que j'ai rencontré pendant l'exposition universelle à Shanghai, pendant les semaines sport et montagne, dans le pavillon Rhône-Alpes. On avait 2 semaines dédiées à l'outdoor. Et ce qui était génial, c'est que on avait fait un dîner avec on va dire l'équivalent du patron de tout ce qui est outdoor en Chine, du blog le plus lu en Chine. Et Jean-Marc m'avait dit, pour nous, c'est très important de comprendre les 20 prochaines années, parce que l'Asie est un marché très important pour nous. Et les Chinois aimaient déjà beaucoup Salomon avant que ça rentre dans le groupe que tu as évoqué tout à l'heure, Anta, si je ne me trompe pas. Et en fait, le clin d'œil, c'est que là-bas, j'ai rencontré un ami qui est tout là-haut dans le ciel maintenant, dans les étoiles, un peu comme dans tes yeux, il y a plein d'étoiles, on en reparlait tout à l'heure, mais qui s'appelait Sylvain Saudan. Et j'ai une pensée, Sylvain, je pense que la radio monte là-haut, il n'y a pas que jusqu'à Chambéry, Grenoble et Genève. Il m'avait dit que son premier sponsor était un monsieur qui s'appelait Georges Salomon. Et Sylvain avait projeté devant des Chinois qui avec leur réaction, ils faisaient oh, ils étaient tellement étonnés de voir un certain Sylvain Saudan descendre le McKinley avec une combinaison fabriquée par l'équipe Salomon de l'époque, jaune, avec de mémoire des feuilles d'aluminium, on aurait dit à l'intérieur, pour isoler du froid. Et il avait dû ouvrir ses chaussures avec le piolet, parce que c'était à la fois de l'alpinisme et de la descente. Et il avait dit, t'as pas le droit de tomber. Et il a jamais oublié, jusqu'à sa mort, il m'a toujours dit, j'aimerais tellement retourner voir Salomon pour éditer un jour mon livre. On en reparlera peut-être un jour, mais voilà, Sylvain m'avait fait connaître Salomon. Salomon était aussi un de mes sponsors. Et finalement, je pense que au-delà d'une grande entreprise qu'on connaît sous une marque, c'est surtout avant tout, Salomon, je pense que c'est un état d'esprit et c'est une véritable famille. Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça fait encore partie de nos valeurs, cet esprit de famille. Enfin, je crois que l'esprit de Georges Salomon reste ancré dans la mémoire de tous, même des personnes qui arrivent nouveaux. Il y a une phrase, la phrase de Georges Salomon, ce qui me passionne, c'est ce que je vais faire demain. C'est, je pense, une phrase que tout le monde connaît, ou s'ils ne les connaissent pas, tout le monde doit connaître. C'était ça, sa vision. Voilà, et je suis bien d'accord avec toi là-dessus, que c'est une famille, c'est une grande communauté, une grande émulation quand on rentre dans cette Annecy Design Center, ADC, pour ceux qui connaissent. Il y a énormément d'énergie, énormément de choses qui s'y passent. C'est... Moi, je peux confirmer parce que j'ai vécu et c'est une entreprise très attachante et effectivement, c'est une vraie famille. Et j'y reviens avec plaisir quand je peux y revenir. Et c'est vrai que c'est une des entreprises, et j'en ai fait beaucoup, parce que quand on est consultant, on fait beaucoup d'entreprises, on passe par beaucoup d'entreprises. Et j'ai été touchée par d'autres entreprises, mais celle-là particulièrement, et c'est cette notion de famille que je retiens. Sandrine, merci beaucoup Laurent pour le partage. Sandrine, et juste avant de devenir vraiment sur les projets RH, je voudrais juste quand même, t'as parlé beaucoup d'innovation chez Salomon, et il y a quelque chose qui m'a touchée aussi chez Salomon, c'est tout le travail sur le handicap que vous faites, et notamment sur l'innovation autour du handicap pour les sportifs. Juste si tu peux nous en dire 2 mots avant de rentrer dans les projets RH, s'il te plaît. Oui, tout à fait. C'est un projet qui s'appelait Hopper, ou en tout cas qu'on a travaillé avec une autre entité qui s'appelle Hopper, qu'on appelle chez nous maintenant, c'est l'Adaptative Forum, Adaptative Project. En fait, c'est parti d'une idée toute simple et d'un partenariat avec Airbus, qui, j'espère que je dis pas de bêtises, pour ceux qui écoutent, qui avait aussi cette ambition de réutiliser, d'utiliser le carbone, qu'ils n'utilisaient pas, et ils se sont maillés avec Salomon via cette entité Hopper, avec l'idée de permettre de revenir de permettre à des personnes amputées
ou fortement handicapés à revenir au sport et comment on pouvait les équiper différemment. Alors c'est parti d'abord avec les coureurs, les trail runners, dire bah tiens on peut fabriquer une lame. Donc il y a eu tout ça a été un petit projet un petit peu comme on appelle ça les projets perruques qui se font à part. L'idée par quelqu'un qui s'appelle Patrick et qui a une énergie de dingue sur ce projet-là. Et voilà, de fil en aiguille, il y a eu toute une histoire qui s'est créée autour. Il y a eu une émulation beaucoup plus grande qui s'est faite dans l'entreprise. Il y a eu différents designers qui ont travaillé, différents personnes côté R&D, côté sourcing, voire même des retraités de Salomon qui sont venus travailler sur ce projet-là. Et voilà, c'est une histoire formidable parce qu'on a pu permettre à des personnes amputées d'une, voire deux jambes, de recourir, de faire des trails. On les a accompagnés notamment au Trail d'Annecy, Maxi Race, pardon, pour bien citer le nom. Ils te filent en aiguille, on se dit, bah tiens, pourquoi ils pourraient pas skier aussi, ces gens-là? Donc hop, c'est parti côté Winter Sport, ils ont créé une chaussure de ski ou une chaussure de snowboard pour eux. Et voilà, il y a aussi l'histoire aussi assez incroyable avec Faisal, qui est un danseur à la base et qu'on équipe aussi avec une lame, comme ça, lame carbone qui a été J'ai eu le plaisir de le voir au sommet, assez, en fait. Il est incroyable. Si vous avez l'occasion de le voir, il est incroyable. Et merci aux équipes Salomon de permettre ça. Moi, voilà, c'est des choses qui me touchent. Et je trouve que c'est un chouette projet. On parle d'innovation. Du coup, Sandrine, on parle d'innovation aussi dans les ressources humaines. Je sais pas ce que tu as envie de mettre en avant. On a cité plein de projets quand on s'est parlé. Peut-être que tu en as un que tu aurais aimé mettre plus en avant qu'un autre. Je ne sais pas. Ben, j'en ai deux en tête. Alors surtout quand j'ai entendu le jingle de l'émission où on parle de faire les choses autrement, plus socialement responsables. Il y a deux projets moi qui ces 3 dernières années m'ont marqué et font que je suis fière de ce qu'on a fait. Il y a un premier projet qu'on a mené il y a 3 ans maintenant. Donc c'était dans mes premières années où je suis revenue chez Salomon après mon passage dans le groupe Hammer Sport, où on s'est dit finalement, on parle. La marque Salomon était en train de redéfinir qui elle était pour parler auprès du public, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on parlait beaucoup de nos produits, on savait très bien parler de nos produits, mais finalement, on s'était rendu compte qu'on savait pas tellement bien parler de notre marque. C'est qui la marque Salomon? On parle de qui? On parle de quoi? Et c'est quoi sa promesse auprès de ses consommateurs? Et on s'est dit, mais finalement, nous, faut qu'on fasse pareil, et pour qu'on soit capable de dire, en tant que marque et en tant qu'employeur, c'est quoi notre promesse employeur? Qu'est-ce qu'on promet à un candidat qui rêve de travailler chez Salomon? Qu'est-ce qu'on promet à nos salariés qui travaillent chez nous et qui va ensuite infuser tous nos process et tout ce qu'on va faire au quotidien pour nos salariés et surtout pour avoir une expérience candidat, salarié, employé assez différenciée et différenciante. Donc on a mené un super projet. Je dis on, mais en fait le crédit revient plutôt à quelqu'un de l'équipe qui s'appelle Florence, qui a fait un boulot formidable avec un cabinet extérieur qui nous a accompagnés et qui a pendant 6 mois mené un projet hyper collaboratif, qui a mis une émulation et un dynamisme dans l'organisation qui était assez formidable et qui en 4 étapes, l'étape très simple, une première étape de dire déjà on va questionner nos salariés. Quand on vous parle de Salomon, vous pensez à quoi? Quand vous parlez de Salomon, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre Salomon? Et comment, si aujourd'hui vous deviez repostuler chez Salomon, qu'est-ce qui vous attirait chez Salomon? Donc on a questionné les 2150 salariés dans le monde. On a vraiment fait quelque chose de global. Et le cabinet nous a ensuite aidé à faire la restitution de cette enquête, qu'on a dans une deuxième étape restituée auprès du comité de direction, l'executive board de Salomon de l'époque. On leur a dit, fort de tous les retours de nos salariés dans le monde, quelles pourraient être finalement les 2 ou 3 choses qui vraiment sont différentes chez Salomon, soit parce qu'elles existent déjà aujourd'hui, soit parce qu'on va en faire une force demain. Et parce que c'est ça qu'on veut promettre à nos salariés demain ou à nos candidats qui postulent. Donc on a travaillé ça avec eux. On a eu une 3e étape où on a dit, avant d'aller encore plus loin, de définir vraiment nos piliers de notre promesse employeur, on a travaillé avec le cabinet qui nous a accompagnés aussi à un benchmark
de se dire quelles pourraient être les entreprises inspirantes qui ont des promesses employeurs qui sont assez fortes, qui pourraient nous donner des idées, ou en tout cas mieux comprendre comment ils l'ont travaillé et comment nous on continue dans notre histoire. On a aussi des benchmarks culturels. Qu'est-ce qui parle plus à un Américain versus un Asiatique comparé à un Européen? On se dit, on est quand même global, donc il faut qu'on entende tout ça. Certes, on est français, voire même savoyard au savoyard. Et ça, il faut pas qu'on le perde, parce que c'est ça l'ADN et l'ancrage de Salomon, mais il faut quand même qu'on s'ouvre au monde, puisqu'on est maintenant global. Et on a eu une 4e étape qui était pour moi la plus formidable, c'est qu'on a créé un hackathon. Et par hackathon, on entendait de dire, fort de ces 3 premières étapes, on avait commencé à entrevoir quels étaient nos 3 piliers de promesse employeur. Et ces 3 piliers tournent autour de l'impact. Donc le premier pilier, c'est make an impact. Quand je viens chez Salomon, je sais que d'une manière ou d'une autre, je peux avoir un impact sur les gens, sur la planète, sur mon écosystème, sur l'environnement, et à quelque niveau que je sois dans l'organisation. Le deuxième pilier, c'est l'innovation. Je crois qu'il n'y a pas trop et ça, c'est vraiment l'ancrage de Salomon. C'est innovate continuously. C'est comment, pareil, à tous les niveaux, dans tous les métiers, je suis capable d'innover, de challenger le status quo, et de venir amener des idées nouvelles et des process, des produits, peu importe, quelque chose d'innovant et de nouveau. Et le troisième pilier, c'est shape your future. Et là, c'est plutôt comment est-ce que quand je rentre chez Salomon, j'ai des opportunités de me développer. Parce que j'ai des opportunités de poste, parce que j'ai des opportunités de formation, parce que j'ai des opportunités de rencontrer des gens inspirants et importants. Donc c'était nos 3 piliers. Et basé sur ces 3 piliers-là, et suite au benchmark et puis surtout au workshop qu'on avait fait avec l'équipe de direction, on a demandé à des équipes, donc il y avait 12 équipes dans le monde. Alors 8 ou 9 8 de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas, en Europe, 2 aux États-Unis et 2 en Asie, de travailler sur des sujets qui étaient liés à ces piliers-là. Et on avait créé cet hackathon pendant 2 jours où tout le monde en même temps travaillait sur le même sujet. Donc même si on avait fait un grand événement sur Annecy où on avait fait venir toutes les équipes Europe, on avait en même temps des équipes aux États-Unis, des équipes en Asie qui étaient connectées avec nous en fonction bien sûr du décalage horaire. On leur avait dit voilà, portez-vous volontaire. Donc on avait, je crois, plus de 120 personnes qu'on avait sélectionnées pour intégrer ces 12 équipes de travail. Et on leur avait, travaillé sur des sujets d'innovation, travaillé sur des sujets de développement, travaillé sur des sujets de partage d'informations, de comment est-ce que je peux avoir un impact un peu plus au quotidien. Et on leur avait dit, on vous briefe pendant une demi-journée. Ensuite, vous avez une journée complète ensemble pour travailler un projet et pour venir, en 5 minutes, le présenter à un jury dont je faisais partie, de la manière dont vous voulez, formelle avec un PowerPoint ou une pièce de théâtre, c'est vraiment comme vous voulez. Mais il faut que ce projet il soit activable, il soit finançable, en tout cas réalisable, et que vraiment ils viennent parler d'un des 3 piliers de notre promesse employeur. Du coup, on a eu des présentations assez extraordinaires. Ça, c'est toute la folie de Salomon. Avec, quand je dis pièce de théâtre, presque, il y a des gens qui sont venus jouer des rôles, etc. Mais avec une vraie ambition derrière, de dire, si on fait ça, voilà ce que ça va amener, etc. Et voilà comment ça va contribuer à cette promesse employeur. Et on a sélectionné 3 projets qu'on a décidé ensuite de mettre en œuvre. Et il y avait, comme vous imaginez, des prix pour les personnes qui gagnaient les projets. Et ces prix, c'était beaucoup lié à l'impact. Donc il y avait un des prix, c'était vous avez une journée de chiffre d'affaires du magasin Salomon que vous pouvez offrir à une association de votre choix. Vous aurez, les premiers avaient pu dire, en équipe, vous pourrez aller visiter une autre équipe dans le monde où vous voulez pour créer de la connexion, créer du lien, etc. Donc voilà, c'était des projets comme ça. Des projets qui ont du sens. Exactement. Et tout ça c'est venu nourrir. Alors, même s'il y a eu que 3 projets qui sont montés sur le podium, on a essayé que les 12 projets soient intégrés. Alors, soit dans des projets qu'on a gérés nous côté RH, soit dans des projets qui n'étaient pas à gérer côté RH, mais plutôt côté parfois R&D ou IT. Et on a fait en sorte que les contributeurs de chacun des projets puissent être questionnés, voire même continuer à contribuer au fur et à mesure des années. Et
employee value proposition, enfin cette promesse employeur, maintenant on essaie de la faire vivre. Elle est sur notre site internet, elle est sur notre intranet. Dès qu'on fait un projet, on essaie de se dire ok, est-ce que ce projet-là rentre bien dans un de ces 3 piliers pour pouvoir en faire vraiment on va dire notre guide, notre fil conducteur pour en tout cas nous, équipe RH et de manière générale équipe de direction. Donc moi, ce que j'entends là, c'est bien les 3 piliers et derrière qui est sous-entendu quand même, c'est toujours cette notion d'innovation et on voit comment est-ce qu'on arrive à intégrer l'ensemble de 2100 personnes dans le monde et on le fait et on arrive à mener jusqu'au bout. Donc c'est comment on est innovant pour intégrer tout le monde. Il y a forcément le collectif. Quand on entend tout ça, c'est du collectif. C'était assez dynamisant, c'était incroyable comme période, ouais. Et je retiens aussi un autre mot, c'est oser. Comme on a entendu sur tout ton parcours, t'as osé. Et là, c'est comment est-ce que Salomon prend le risque d'aller interroger d'abord les salariés, avant le codir, d'aller interroger les salariés et d'oser mettre en place ces projets. J'ai envie de dire bravo, comme d'hab. Oui, ce que ça montre, et tu vois, quand on raisonne avec le jingle de l'entreprise, pour en revenir à ce que tu disais au début, c'est effectivement comment un grand groupe qui est global arrive à intégrer toutes ces personnes et à continuer à prendre, à tirer les liens et à respecter les piliers qui ont été définis. Laurent, moi, tu veux dire, c'est un peu comme si on imaginait que c'est une cordée où on laisse personne de côté. Déjà, ça rejoint l'image que vient d'évoquer Marie-Alix. Et puis, effectivement, la question que j'avais posée, et tu l'as vu quand on a préparé l'émission, c'était finalement, j'ai le sentiment que la promesse employeur, et c'est souvent un gros problème que je trouve dans la marque employeur, les promesses souvent un peu décorrélées justement de la réalité, de ce que vivent les collaborateurs dans l'entreprise. Est-ce que cette promesse, elle te semble, et je vois la réponse un peu déjà, mais est-ce que cette promesse te semble être tenue ? Elle l'est de plus en plus parce que c'est une promesse. Alors autant il y a des choses, oui, vous venez chez Salomon, oui, vous allez innover parce que ça fait des années. C'était ce que je disais au départ, c'est il y a des points d'ancrage et il y a des points sur lesquels on sait qu'on est connu, reconnu et ce sera toujours ça demain. Et il y en a d'autres sur lesquels on travaille en fait. Donc en toute transparence, je vais pas vous dire oui c'est parfait et venez chez Salomon, vous verrez tout est parfait. Non, par contre c'est notre fil conducteur en fait, c'est vraiment notre étoile de dire bah c'est ça. Et dans tout ce qu'on fait, il faut vraiment que l'expérience que va vivre le salarié ou le candidat, parce qu'on commence dès que la personne connecte pour la première fois avec Salomon, ne serait-ce qu'en lisant une offre ou en postulant à une offre, voilà, faut que ça vive. Donc il faut que ça reste notre point d'ancrage pour tous les projets qu'on va mener demain. Mais ce sera de mieux en mieux tous les jours. Et puis Sandrine, il y a quelque chose qui résonne en moi quand tu dis ça, c'est quand tu nous parlais des entretiens, quand tu as postulé dans différentes structures et tu as dit, il y en a un, je m'y suis pas retrouvée. Et moi, j'ai vraiment cette conviction profonde de ce que tu viens de dire, que la promesse employeur, elle doit transparaître dans les annonces, elle doit transparaître dans l'expérience candidat et dans les recrutements. Et surtout, si on n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on est et ce qu'on promet, alors finalement le candidat qui sera retenu, il va s'en apercevoir. Oui. Et il va partir. Il n'y aura pas d'engagement. Il va manquer d'engagement, il va manquer de motivation, il va manquer de performance individuelle et donc de performance collective. Et tu vois, je refais le lien avec ce que tu as vécu et que tu as vécu en négatif à ce moment-là et comment tu prends cette expérience pour la transformer en expérience positive à la fin de ton parcours. Ouais. Non mais c'est très très vrai, hein. C'est le plus difficile finalement parce que lire une fiche de poste et parler du poste en lui-même et de la technicité du poste c'est une chose, mais après c'est comment les candidats comme l'entreprise sait parler de mais tu vas rejoindre en fait, alors oui une famille, tu vas rejoindre une communauté, mais c'est quoi les règles de cette communauté, c'est quoi la culture, c'est quoi, comment je peux dire, est-ce que tous ces codes me correspondent, est-ce que je vais m'inscrire dedans? Voilà, c'est toute l'authenticité et toute la difficulté aussi de l'authenticité, à savoir, voilà, moi qui je suis, et bien savoir me connaître pour pouvoir dire, finalement, est-ce que cette entreprise, si je sais poser les bonnes questions pour apprendre à la connaître, est-ce que finalement, il y a un match entre nous, il y a une alchimie, tu vois, je reprends ton mot, Laurent, il y a une alchimie entre nous, parce que t'as raison, Marie-Alix, sur le papier, le poste, il peut être formidable et cocher toutes mes cases, mais j'arrive dans une entreprise où je m'entends pas avec mes collègues, où je comprends pas les us et coutumes, j'arrive pas
je m'en vais en fait. Alors que le job, c'est le job de mes rêves, mais la culture de l'entreprise, les valeurs d'entreprise me correspondent pas et je suis pas bien, donc je m'en vais. Moi, Dans le meilleur des cas, je m'en vais. Pour te résumer, Sandrine, parce que là, on arrive à la fin de l'émission, je laisserai Marie-Alix terminer sans beauté avec toi, mais j'ai juste envie de te dire une chose. Depuis le début, j'ai envie de te dire une chose, j'avais noté, pour essayer de te décrire en une phrase, que j'aime bien faire. Oui. Tu me sembles être une spationaute des ressources humaines avec des étoiles dans les yeux. Et comme si ce matin, tu te dis, mais moi, je suis pas un avion, je suis une fusée. Et finalement, j'ai l'impression que tu vas d'une planète après l'autre, ce qui va bien avec l'intelligence du cœur. Et j'ai noté une citation à l'instant, ce que tu as dit, c'est ça notre étoile, à l'instant, dans l'émission. Et j'ai noté une citation d'un certain Leonardo da Vinci, qui est guidé par une étoile, ne regarde jamais en arrière. Est-ce que t'as pas l'impression, d'avoir... moi, tu me donnes le sentiment de regarder toujours devant, d'emmener, d'embarquer, et cette émission, elle est géniale. Marie-Alix? Je suis un peu déçue que tu n'aies pas utilisé Le Petit Prince, mais c'est pas grave. J'ai Et Saint-Exupéry, pas osé. par-delà les obstacles vers les étoiles, on en est là aussi, mais oui, tu n'as pas osé, c'est pas grave. Sandrine, je suis désolée, le temps file, il va falloir qu'on te réinvite, je crois, parce que c'était passionnant. Moi, je suis toujours un peu frustrée de mettre fin à ces émissions. C'est mon job de les ouvrir, c'est mon job, hélas, d'y mettre fin, du coup. Quelle frustration, mais merci beaucoup pour ces expériences. C'était, j'espère que ça a inspiré nos auditrices et nos auditeurs. C'était incroyablement riche. Moi, ça m'a donné la pêche. Bon, j'avais déjà la patate ce matin quand je suis arrivée, mais là, je l'ai encore plus. Maintenant, j'ai la pêche. Voilà, je vais pouvoir faire une salade. Donc le temps file. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, Laurent. Merci. Aujourd'hui, encore un super programme sur Radio Grand Lac. Donc restez à l'écoute. On retrouve à 12h05 En quête de sens avec Elodie, qui nous fait découvrir des parcours aussi également inspirants de différentes personnes. Donc il faut écouter Elodie. Et puis, à 18h, une émission qui nous met l'eau à la bouche, Eve, avec son émission C'est local et c'est bon. On sort de là, on a vraiment envie de tout dévorer. Et là, retrouvons Maxime pour son information locale tout de suite. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Vous êtes sur Radio Grand Lac, la radio pour tous.